tu disais qu'il y avait depuis quelques années un emballement autour de ces discussions. Je pense que, premièrement, c'est une force et une faiblesse de la situation, c'est que on se rend bien compte que les questions de citoyenneté, actuellement, sont quand même des questions qui posent problème dans la société dans laquelle on vit. Donc, on renvoie sur l'école ou sur les structures de loisirs une injonction forte à l'apprentissage citoyen. Et les pratiques que je décris là rapidement ont des pratiques citoyennes importantes. Donc, ça pousse des gens à se dire oui, il faut que je rentre là-dedans, parce que là, je réponds à une injonction sociale que je partage. C'est une force qui permet le développement, c'est une faiblesse parce que du coup, ça laisse un peu de côté les autres habiletés de pensée. C'est-à-dire qu'on se centre sur le premier élément qui est être capable de dire ce qu'on pense, d'écouter l'autre, de se réinterroger, mais la capacité à problématiser une situation, la capacité à argumenter et à interroger d'où vient mon argumentation et comment j'ai interprété les situations, moi, là, ou la capacité à conceptualiser, on finit par les laisser un tout petit peu de côté. À ça s'ajoute le fait que tout développement ne peut pas s'inscrire en dehors d'un contexte structurel, et dans l'éducation nationale, en termes de contexte structurel, il y a eu la circulaire sur l'enseignement moral et civique qui pointe de manière explicite là-dedans la discussion à visée philosophique comme un des outils, pas le seul, mais un des outils pour développer l'enseignement moral et civique. Donc il y a du côté de l'institution un regard positif sur ce genre de pratique. Voilà, donc un regard positif de l'institution d'une part, un sentiment de nécessité de développer ces pratiques à cause des problèmes de citoyenneté là, dans notre société, peut expliquer ce développement. À ça, on peut peut-être ajouter des points de vue comme celui qui fut le tien, que tu rappelais au début, c'est-à-dire que quand on est prof de philo, moi j'étais hier à Bischwiller avec un prof de philo de Bischwiller avec qui on travaille depuis plusieurs années, qui me dit, moi je suis effaré d'avoir en terminale L des élèves qui ne savent pas penser. Ils n'ont pas appris à penser. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ingurgité du savoir. Ils ont ingurgité du savoir. Ils ont appris, comme il le disait hier, on leur a appris à être d'excellents secrétaires. Peut-être qu'il y a un moment où il faut qu'on s'interroge là-dessus. Voilà. Ça, c'est un élément pour le développement. Les freins du développement, dans un mouvement comme celui des Francas, et quand on veut développer ça, nous, on s'adresse à des animateurs qui n'ont pas vécu ça. Donc il faut d'abord leur faire vivre, eux, pour qu'ils comprennent le sens de ça et qu'ils comprennent comment ça marche. Donc il faut leur faire vivre, il faut leur faire comprendre, dans des temps de formation qui sont extrêmement courts, et donc il faut qu'on essaye de concentrer le sens des choses. Alors c'est une grande force aussi en formation, parce qu'on est obligé d'aller à l'essentiel et de repérer ce qui est essentiel et ce qui est annexe dans l'affaire, pour permettre de développer les choses. Et que ce développement, il est complexe parce qu'il ne peut se faire que dans la durée. Alors, avec les enseignants, ça peut être possible, à condition que ce ne soit pas une pratique individuelle, il faut que ce soit une pratique collective. Parce que quand on est face à ça, on est face à des questions qu'on ne s'était pas posées, donc il faut avoir le collègue à côté avec qui on va pouvoir en parler, à la récré, dans la salle des profs, là, on va pouvoir échanger, et il y aura une renforcement de l'envie de chercher. Bon. Donc, quand il y a une équipe, cette équipe, tout autant qu'elle ait de la stabilité, peut travailler sur la durée. Dans les structures de loisirs, c'est beaucoup plus difficile parce que cette stabilité des équipes dans les structures de loisirs est plus restreinte. Ceci dit, moi je pense qu'on est au démarrage des choses et que si on regarde les choses sur du long terme, ça va progresser et ça va se développer. Il y a 1 an et demi, nous avons participé avec d'autres à la création de la chaire UNESCO Philo pour enfants.
Et la chaire UNESCO a souhaité qu'on fasse un point de situation, donc, qui est en train d'être fait, et on a formé à peu près 18 000 personnes en France, ce qui est à la fois modeste, mais à la fois relativement important au regard de ce qu'on peut faire. Sur le fait que peut-être on a tendance à beaucoup voir l'intérêt de la dimension citoyenne de l'exercice et moins la dimension d'autonomisation de la pensée, etc. Est-ce que le risque pourrait exister que finalement un risque de récupération de ce genre d'exercice a des visées de normalisation en fait, c'est-à-dire que ça deviendrait une énième manière de bourrer le mou des enfants sur la morale, le civisme, etc. Et de ne plus du tout insister sur ce qui, à mon avis, est encore plus important, à savoir la capacité à penser par soi-même et à penser avec les autres. Moi, je suis militant d'éducation populaire. Alors, la récupération des idées de l'éducation populaire pour normaliser les situations, je peux dire que ça fait 60 ans que je la vis et je n'en suis pas surpris. Je sais bien. De toute façon, je sais que ça fait partie. C'est le rôle de l'institution d'une certaine manière. L'institution, elle est là pour être garante de la continuité des choses au-delà des personnes. Ça, c'est donc forcément l'institution, dès qu'il y a quelque chose qui la bouscule un peu, elle a tendance à faire rentrer les choses dans le moule pour que... Bon. Donc ça, c'est le rôle des acteurs que d'être capable de lutter contre ça. Pas de dire que ça n'existe pas, c'est normal, je dirais même c'est naturel, hein, ça fait partie de la fonction de l'institution que d'essayer de normaliser. Et ça fait partie de la fonction des militants que d'essayer d'éviter la récupération. Moi, j'ai dit souvent l'éducation populaire, c'est trois choses, hein, c'est les trois I de l'éducation populaire. D'abord, le premier I, c'est intégration, c'est-à-dire que quand je suis dans un mouvement d'éducation populaire, quand je lutte même pour la situation sociale, si je lutte pour, c'est que je suis dedans. Parce que si ça ne me concerne pas, je m'en fous et je m'occupe d'autre chose. Et donc, ça a un côté intégratif des personnes, même en luttant contre, c'est une manière d'intégrer. Ça, l'institution est tout à fait d'accord, parce qu'elle a besoin de situations qui intègrent les gens. Deuxièmement, situation d'innovation. Alors là, on est un peu là-dessus. L'innovation, ça intéresse aussi l'institution, parce que, comme c'est des espaces qui sont plus libres, les gens peuvent faire des choses, et après, c'est un peu de l'essai de l'erreur, et puis ce qui marche, c'est intégrer. Alors, quand c'est intégré, en général, c'est là qu'il y a le risque de récupération. Et puis, il y a le troisième I, alors ça, c'est celui que l'institution n'aime pas du tout, c'est l'interrogation sociale. C'est la capacité à mettre le doigt là où ça fait mal, et montrer à l'institution ses dysfonctionnements et ses nécessités de changer un certain nombre de choses. Et donc, moi, j'ai dit, c'est aux personnes d'être attentifs à ce que l'innovation ne soit pas simplement de la récupération d'un système, mais s'appuie aussi sur l'interrogation. On innove pour interroger un certain nombre de choses. Voilà. Finalement, ce que ça nous rappelle, c'est que penser, ce n'est pas une activité spontanée. Penser, ça s'apprend. La première chose que je pourrais dire, c'est, au sein du conseil scientifique, j'essaye d'apporter un regard qui est autour de sciences de l'éducation et neurosciences. Et donc, sur cet aspect-là, je dis, les habiletés de penser, d'une certaine manière, ça n'est rien d'autre que construire dans son cerveau des réseaux neuronaux qui vont nous permettre d'expliquer le monde. C'est-à-dire que quand je regarde le monde, je ne le regarde pas à partir de rien, je le regarde à partir de réseaux qui se sont constitués dans ma tête au fur et à mesure de mon histoire personnelle. C'est-à-dire des situations d'apprentissage que j'ai vécues depuis ma conception, parce qu'il y en a qui se sont situées, y compris pendant la gestation, et puis tout au long de mon histoire personnelle, il y a des choses qui ont construit dans ma tête des réseaux, et c'est avec ces réseaux que je pense, c'est avec ces réseaux que je regarde le monde. Donc apprendre à penser, c'est à la fois utiliser ces réseaux, mesurer leur pertinence
ou non, et sans construire d'autres qui peuvent être plus pertinents. Et quand je parle d'habileté de pensée, c'est de ça que je parle, finalement. Je parle de ces réseaux qu'on peut aider à se construire pour aider à regarder le monde de manière, alors en perdant jamais de vue l'idée que l'objectif, c'est que chacun individuellement et tous collectivement, on vive du mieux possible. C'est bien ça le fondement des choses. Alors là, une des difficultés, c'est qu'on pourrait croire que, avec le développement de la philo pour enfants, là, on en voit un peu partout, dans la presse, dans les éléments d'émissions de télé, etc., on en parle, et on en parle comme si l'enfant était spontanément et naturellement exempt de tout. Donc c'est l'âme d'enfant qui va ressortir, et l'enfant, il est naturellement philosophe. Avec ce que je viens de dire, ça montre bien que non, c'est pas vrai. L'enfant, il s'est construit ses réseaux de pensée aussi tout au long. Il se les est construits, y compris ceux qui fonctionnent mal, y compris ceux qui ne sont pas efficaces dans sa pensée et dans son regard sur le monde. Donc, ce à quoi on doit être attentif, c'est à ne pas mythifier la pensée de l'enfant, et à aider l'enfant aussi à se rendre compte que lui, comme n'importe qui d'autre, qu'il soit enfant ou adulte, interprète les choses qu'il voit, et donc essayer d'expliciter à partir de quoi il interprète, et de réinterroger la pertinence de son interprétation. Et donc ce travail-là fait partie de l'apprentissage de la pensée. C'est parce que je me réinterroge sur mais pourquoi je dis ça. Alors, un élément très simple, c'est le regard sur le racisme. Le regard sur le racisme, il tient simplement d'un type d'interprétation qui s'est construit et que les enfants et les adultes se sont construits au travers de ce qu'a été leur vie. Et tant que ce regard n'est pas, cette interprétation n'est pas réinterrogée parce qu'on pense que c'est pas une interprétation, c'est la vérité, on peut faire tout ce qu'on voudra, ça servira à rien. Et particulièrement au sein de l'école, les discours de type injonctif, alors ça, c'est le meilleur moyen pour être inefficace. Ça ne fonctionne pas du tout. Donc, il y a ce travail de réinterroger ces interprétations qui fait partie des éléments de la construction de la pensée. Et ce travail-là, c'est quelque chose qu'on essaye de développer. Là où on est en difficulté, c'est que toute cette réflexion-là sur comment on peut agir avec des enfants ou avec des adolescents, c'est une réflexion qui continue dans le temps et qui n'est pas arrêtée maintenant et qui continuera dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et elle est toujours en progression. Donc, il faut accompagner la progression de la pensée, puis il faut la partager avec les gens sur le terrain. Et c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire comment on peut arriver à partager ça avec les gens qui auront à le faire partager avec les enfants. Parce que ces questions de formation, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Oui, on va tout de suite en parler, parce que là, on a beaucoup parlé de ces ateliers de discussion à visée démocratique et philosophique avec des enfants, mais au Franca, vous avez des propositions de formation aussi pour les adultes. Alors, je sais qu'il y a des formations pour les enseignants, notamment l'ESP depuis combien d'années Ça doit faire 3 ans maintenant. 3 ans que l'ESP, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant les IUFM. L'ESP de Strasbourg propose cette formation-là, mais finalement, avec tout ce qu'on a vu ensemble, ça ne doit pas être limité à la sphère seulement de l'école. Alors, parle-nous un peu, Claude Escaut, s'il te plaît, de la formation des adultes aux discussions philosophiques. Alors, le premier élément, c'est que cette formation, on l'a travaillée. Alors, on l'a travaillée au sein d'un groupe national, au sein des Franca, qui est accompagné par un comité scientifique, c'est-à-dire par... ce sont des universitaires spécialistes de la philo pour enfants. Le président de notre comité scientifique, c'est Michel Tozzi, qui est un de ceux qui a le plus, avec François Galichet à l'origine, qui fait aussi partie du comité scientifique, développé la pratique de la philo pour enfants en France. Donc on a travaillé avec eux là-dessus, et on a formalisé une formation
en se disant qu'on ne l'a pas formalisé dans le rêve, mais on l'a formalisé dans la réalité. Je veux dire par là que dans le rêve, on aurait pu imaginer qu'on allait avoir 3 mois de formation, des gens en formation 3 mois ou 1 an, et qu'on allait faire du très haut de gamme, sauf que la réalité de la formation, elle est dans le monde associatif, ce sont des gens qui sont la plupart du temps en situation d'animation. Donc les employeurs veulent bien les libérer sur de la formation professionnelle pendant 2 jours, 3 jours, mais au-delà de ça, si on propose des formations professionnelles beaucoup plus longues, c'est pas possible parce que la réalité de l'animation, c'est que c'est des gens qui doivent être sur le terrain avec les enfants. Et côté éducation nationale, c'est la même chose. Dans l'éducation nationale, 1 jour, ça va. 2 jours, c'est faisable, mais ça devient difficile. Après, ça devient très très compliqué parce que la formation professionnelle continue des enseignants, c'est la peau de chagrin depuis au moins une vingtaine d'années. Donc on était sur des temps très contraints. La formation, elle se fait sur 2 jours plus 1 jour. C'est le même type de formation pour les enseignants comme pour les animateurs. L'objet de formation étant le même, c'est le même type. Ce qui change entre enseignant et animateur, c'est le cadre dans lequel les choses vont se faire. Quand c'est avec des enseignants, c'est relativement facile de mettre en place dans le temps de la classe un atelier. Dans le temps du loisir, qu'il y ait ces temps-là, oui, parce que il faut des ateliers pour apprendre ces habiletés-là, mais il faut aussi que les animateurs comprennent que c'est pas que dans les ateliers que ça doit se passer. Ça doit aussi se passer dans la vie quotidienne, c'est-à-dire après un match de foot, après une peinture collective, après un chant choral, voilà. Bon, on peut dire les enseignants, il faut aussi qu'ils apprennent que ça, ils peuvent l'intégrer dans leur vie quotidienne de la classe et pas simplement en étant à l'extérieur. Ceci dit, c'est une formation très courte, parce que c'est 2 jours de formation initiale. Après, les gens essayent les choses sur le terrain. Et 1 journée d'analyse pratique qui permet à la fois d'analyser, comme son nom l'indique, ce qu'on a fait, mais aussi de se projeter dans ce qu'on va pouvoir faire après. Il faut qu'on fasse rentrer là-dedans ce que les participants sont capables d'intégrer. Alors de fait, c'est une formation très dynamique, c'est-à-dire c'est pas du discours sûr, c'est on vit, on le fait comme on peut le faire avec des enfants. On le vit, nous, et on l'analyse après, et on le théorise derrière. Voilà, c'est beaucoup plus dans cet esprit-là. Bon, la force, c'est que ça marche, quand on fait vivre les choses aux gens. Et alors, quel que soit le public, qu'il soit animateur, qu'il soit enseignant, qu'il soit parent, parce qu'on fait des ateliers avec les parents aussi, ça marche. Ça marche pour les mêmes raisons que ça marche avec les enfants. Parce que les gens trouvent des espaces où, enfin, ils sont, on peut dire calmement, en sachant qu'on va être écouté de manière positive et qu'on va avoir un peu de temps pour s'interroger tant que la vie quotidienne ne permet pas ou que les gens ne prennent pas dans la vie quotidienne. Donc ça marche très très bien. La difficulté, c'est qu'en 2 jours plus 1 jour, on stabilise peu de choses. Donc, si on veut stabiliser, il faut plus de temps que ça. Donc, il faut structurer des choses derrière, après ces 2 jours plus 1 jour. Et c'est là que ça devient difficile. Ça devient difficile parce que c'est indépendant de la volonté des formateurs. Après, ça dépend des structures qui vont s'inscrire là-dedans ou pas. Et la difficulté, c'est d'arriver à trouver cette pérennité-là pour faire en sorte que, au-delà de la formation initiale, les choses continuent. Parce que tout ce que je viens de raconter là, on a mis 10 ans pour le structurer au sein du groupe. Je disais, on a démarré en 2006, donc ici à Strasbourg, avec un groupe de gens. Il y avait des responsables associatifs, il y avait des enseignants, et puis on a essayé. On a fait des trucs, on a lu, on a réfléchi, on se retrouvait tous les mois et demi, 2 heures tous les mois et demi pour faire de l'analyse de pratique, de la réflexion collective, etc. Et on a mis 10 ans pour construire un peu le sens de ce qui se fait là, et cette construction, elle continue. C'est pas 2 jours plus 1 jour. Donc c'est cette continuité-là qu'il faut qu'on arrive à inscrire et au sein de l'école
et à l'extérieur de l'école. Et avec les parents, parce que ça c'est le troisième élément important, c'est que si on veut qu'il y ait du sens dans tout ça, il faut aussi qu'il y ait un travail avec les parents. Alors là-dessus, on s'appuie sur un partenariat avec une revue belge qui s'appelle Phileas et Autobulle, c'est la revue de discussion à visée philosophique avec des enfants de 8 à 12 ans, et dont le thème est la revue qui pose des questions à toutes vos réponses. Je trouve que c'est assez joli comme déclaration d'intention de cette revue. Et donc, ça c'est une revue qui pénètre dans les familles et qui peut être aussi un support pour développer, de la même manière que le Festival national Graines de Philo, qu'on a mis en place via Facebook, peut aussi intégrer dans les familles, voir au travers des expressions des enfants, les questions que ça pose, en discuter en famille, etc. Mais ça, je peux dire qu'on est au balbutiement des choses. C'est des choses qui vont se faire, qui doivent se continuer, se structurer dans les 5-10 ans à venir. C'est des choses qu'on ne peut pas regarder simplement sur le petit bout de la lorgnette. Il y a une telle demande aujourd'hui, notamment dans le monde du travail, de la part des travailleurs, je veux dire, une telle demande de retrouver du sens, de remettre du sens et de la valeur à nos actions, etc., etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'un des futurs possibles de Graines de Philo, ce soit aussi de quitter l'école et de rentrer dans le monde du loisir, c'est déjà le cas, tu en as parlé, mais dans le monde de l'entreprise, dans d'autres sphères, même dans d'autres sphères que celle de l'éducation et de la scolée. Quel est le fondement de l'action du mouvement des Francards? Et il est clair que nous, le fondement de notre action, c'est les enfants, les adolescents, les parents, mais pas le monde de l'entreprise. Et que je pense qu'on n'ira pas là-dessus. S'il y en a qui veulent y aller, tant mieux. Et si on peut les y aider, tant mieux. Il n'y a pas très longtemps, je suis intervenu avec une association ici, strasbourgeoise, enfin Grand Est plutôt, qui s'appelle Déclic et qui travaille avec les détenus. Donc ils travaillent avec les détenus pour les prennent en marche de la randonnée. Ils font de la randonnée avec des détenus et c'est au travers de la randonnée qu'ils souhaitent développer ce type de pratique. Alors comme c'est de la formation d'acteurs, de formateurs, là ça nous concerne puisqu'on forme des gens pour ça, on peut faire. Mais intervenir directement avec eux, non, on n'interviendra pas. Donc on est obligé de se donner un certain nombre de limites là-dessus. Et puis il y a une deuxième question, ce que tu poses, l'analyse institutionnelle des choses. C'est-à-dire, quelle est la commande de l'entreprise et quelle est la réponse du formateur qui intervient dans l'entreprise. Là, moi, j'ai un souvenir très marquant de quelqu'un qui était formateur en gestion, comptabilité-gestion, et à qui des entreprises demandaient « on a besoin que nos travailleurs comprennent ce que dit un budget, etc., et comment ça fonctionne », et donc, lui a commencé à travailler là-dessus, jusqu'à un moment où l'entreprise s'est dit « oula, il est en train d'apprendre à des travailleurs des choses qu'il vaudrait mieux qu'ils ne sachent pas. » Voilà. Donc, et lui se disait à un moment, moi c'est mon boulot, je suis formateur professionnel, je réponds à ça en sachant bien qu'on ne me donnera pas les moyens pour pouvoir le faire, parce que dès que je vais commencer à attaquer le dur des choses, il va y avoir du blocage, et donc est-ce que je ne suis pas que le fou du roi dans l'affaire, hein? Et il s'interrogeait là-dessus, et donc il s'interrogeait sur l'analyse de l'institution, entre ce que veut l'institution et ce qu'elle demande. Ce qui explique par exemple que la formation professionnelle, c'est majoritairement les cadres qui en bénéficient et pas les ouvriers. C'est du même ordre. Et dans cet ordre-là, on pourrait avoir exactement la même chose. C'est dans une entreprise qui est basée sur la culture du petit chef, ce genre de pratique est extrêmement dangereuse pour l'entreprise. Et si l'entreprise le demande, et si on le fait, je ne suis pas sûr que ça pourrait fonctionner. Voilà. Bon, alors ceci étant, dans tous les cas, nous on ne le fera pas, parce qu'on s'est dit aussi,
sur le développement, essayons de voir ce qu'est le rôle de chacun là-dedans. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent beaucoup sur plus le fondement de la philo que ce qu'on fait, c'est-à-dire sur les grands concepts et la réflexion sur l'interrogation des grands concepts, et qui font vraiment de la philo avec les enfants, parce qu'ils vont travailler sur la justice, le bonheur, la vérité, enfin, les grands concepts philosophiques. Nous, on s'est dit, nous, on n'est pas une association de philosophes. On est une association généraliste qui a pour objet d'essayer d'aider les enfants à apprendre à penser par eux-mêmes et à analyser les situations dans lesquelles ils vivent. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. On est complémentaires, mais on a chacun notre angle d'attaque. Et donc là-dessus, on respecte, on essaie de respecter, parce que rien que sur ce secteur-là, c'est déjà relativement compliqué. Et d'ailleurs, ça nous amène à des pratiques un petit peu différentes, puisque une des volontés des Francas, même si pour l'instant c'est encore en développement, c'est d'intervenir dans la formation de base des animateurs, le BAFA, que dans le BAFA, tous les animateurs vivent ces pratiques-là pour qu'ils les comprennent et qu'ils soient capables de les mettre en œuvre. Parce que pour l'instant, on ne travaille qu'après et avec les volontaires ou avec les structures qui ont décidé de développer. Donc voilà, ça c'est notre terrain d'action. Ce que vous proposez aux Francas, c'est de réhabiliter l'autonomie, de réhabiliter le temps long, de réhabiliter le fait de se poser des questions, d'interroger nos pensées, nos pratiques. Est-ce que tout ça, ça ne fait pas de graines de philo une formation profondément résistante? Premièrement, sur le fait que l'action des Francas se veut une action profondément résistante dès l'origine. Elle a été fondée par des résistants aussi. Il faut aussi revenir à l'origine. Donc ce côté-là, ça a toujours été notre volonté, même si après on s'est fait récupérer de 36 manières, comme on le disait tout à l'heure. Oui, il faut résister, mais en même temps, il ne faut pas croire que c'est perdu. C'est-à-dire que cette volonté-là, il faut aussi qu'on arrive à la partager avec les collectivités, avec les élus locaux, avec les collectivités territoriales, et faire avancer les choses. La société, elle avance pas d'en haut, elle avance d'en bas, elle avance, enfin, d'en haut et d'en bas, les deux en même temps, mais elle avance de partout, la société. Et donc, essayons de faire bouger la société. Après, une des questions que pose ce que tu dis, c'est le regard sur la société de consommation. Moi, j'ai un naturel optimiste. Je pense qu'on est arrivé au bout. Alors, quand je dis on est arrivé au bout, c'est-à-dire pour les 30, 40 ou 50 ans qui vont venir, pas immédiatement. Mais la société de consommation atteint un certain nombre de ses limites et il va bien falloir, y compris et en particulier, autour de deux éléments qui sont l'automatisation du travail et donc la réflexion sur la question du travail. Cette question-là, elle va se poser. Moi, je ne suis pas du tout l'idée que les emplois détruits maintenant vont créer les emplois de demain. Ça a pu être vrai, moi je crois que c'est fini ça. Les emplois détruits, c'est des emplois détruits, et donc il va bien falloir qu'on se pose ces questions-là. Et donc ça posera aussi la question de la consommation, voire du gaspillage, alors si on relie ça avec toutes les questions écologiques. Donc je pense que ça, bon. Et nous on essaye d'apporter notre pierre là-dedans. On ne se leurre pas, c'est une petite pierre. Mais c'est une pierre de résistance, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. La volonté, quand je disais que le fondement de l'éducation populaire, c'est bien la question de prendre conscience des choses qui pèsent sur soi pour se libérer des dominations. La domination de la société de consommation, elle pèse sur les gens. Et on essaie d'aider les gens à comprendre comment tout ça fonctionne et quelle place ils peuvent avoir là-dedans. Si des gens après veulent aller plus loin, réfléchir, ils peuvent contacter le mouvement des Francas. Alors on est organisé, alors il y a une fédération nationale, il y a des associations départementales dans quasiment tous les départements. Si on tape les plus loin Francas, FRANCAS sur Google, on trouvera les coordonnées pour entrer en contact avec les gens, pour pouvoir aller plus loin si les gens veulent aller plus loin. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Claude. De rien. Merci et à très bientôt.